Le prophète au manteau vert de John Buchan. Partie 4. Chapitre 7. Noël. Tout dépendait de la présence du domestique dans l'antichambre. J'avais étourdi Schthoum pour un instant, mais je ne pouvais me flatter qu'il demeurât longtemps tranquille. Lorsqu'il reviendrait à lui, il réduirait sûrement la porte en miettes. Il me fallait donc quitter le château au plus vite. J'étais perdu si la porte d'entrée était fermée et si le vieux serviteur était déjà monté se coucher. Je le rencontrai au pied de l'escalier. Il portait un bougeoir. « Votre maître désire que j'envoie un télégramme important. Où est la poste la plus proche ? Il y en a bien une dans le village, n'est-ce pas ?» Je lui adressai ces questions dans mon allemand le plus soigné. C'était la première fois que je parlais cette langue depuis que j'avais franchi la frontière. « Le village se trouve au bout de l'avenue, à 5 minutes d'ici, répondit-il. Monsieur sera-t-il longtemps absent ? Je serai de retour dans un quart d'heure, afin de fermer pour la nuit. J'endossai ma houppelande et je sortis. Il faisait une nuit claire et étoilée. Je dus laisser ma valise sur le banc du hall. Elle ne contenait rien qui pût me compromettre, mais je regrettais pourtant de ne pouvoir en retirer une brosse à dents et du tabac. Alors commença une des aventures les plus folles que l'on puisse imaginer. Je ne pouvais m'attarder à songer à l'avenir, car il me fallait prendre une décision. Je descendis l'avenue en courant, mes pieds écrasaient la neige durcie et, tout en courant, je traçais un programme pour l'heure qui venait. Je trouvai le village qui se composait d'une demi-douzaine de maisons, dont l'une, plus importante que les autres, ressemblait à une auberge. La lune se levait et, en approchant de cette maison, je vis que c'était une boutique quelconque. Une petite auto bizarre à 2 places ronronnait devant la porte. Je devinai que cette boutique était aussi la poste. J'y entrai et je racontai ma petite histoire à une grosse bonne femme à lunettes qui parlait à un jeune homme. « Il est trop tard, dit-elle. Le Herr Burgrave le sait fort bien. Nous n'avons plus de communication après 8 heures du soir. S'il s'agit d'une chose urgente, il faut aller à Schwandorf. »« Est-ce loin ?» demandai-je, cherchant une excuse pour quitter la boutique. « À 11 kilomètres d'ici. Mais voici Franz et la voiture des postes. »« Franz, vous voudrez bien donner un siège à monsieur, n'est-ce pas ?» Le jeune homme à l'air niais murmura quelque chose que je pris pour un assentiment et avala d'un trait son boc de bière. D'après son regard et sa manière d'être, je devinai qu'il était à moitié ivre. Je remerciai la femme et me dirigeai vers l'auto, car je désirais fiévreusement profiter de cette aubaine imprévue. J'entendis la receveuse recommander à Franz de ne pas me faire attendre. Il sortit presque aussitôt et s'installa au volant. Nous démarrâmes en décrivant une série de courbes molles jusqu'à ce que ses yeux se fussent accoutumés à l'obscurité. Nous filâmes à bonne allure le long d'une grande route, d'un côté bordée de bois et de l'autre de champs couverts de neige qui se perdaient au loin dans un brouillard. Puis Franz se mit à parler et, tout en parlant, il ralentit. Ceci ne me convenait guère, et je songeais sérieusement à le jeter par-dessus bord et à m'emparer du volant. J'aurais pu le faire aisément, car c'était un gringalet, sans doute un réformé. Par le plus heureux des hasards, je me décidai à le laisser tranquille. « Quel beau chapeau que le vôtre, mein Herr !» dit-il. Il enleva sa casquette à visière bleue, qui faisait sans doute partie de son uniforme de postier, et la posa sur ses genoux. Le vent du soir ébouriffa une toison de cheveux filasses. Puis il s'empara tranquillement de mon chapeau et s'en coiffa. « Avec ceci, j'aurai l'air d'un monsieur, déclara-t-il. Je ne dis rien, je me coiffai de sa casquette et j'attendis. « Voilà un splendide par-dessus, mein Herr, continua-t-il. Il va bien avec le chapeau. J'ai toujours souhaité un vêtement de ce genre. Dans 2 jours, c'est Noël, l'époque où l'on fait de beaux cadeaux. Si Dieu voulait seulement m'envoyer un par-dessus comme le vôtre. »« Vous pouvez l'essayer pour voir comment il vous va, suggérai-je aimablement. Il arrêta l'auto brusquement et enleva son manteau bleu. L'échange s'effectua rapidement. Il était à peu près de ma taille et ma houppelande ne lui allait pas trop mal. Quant à moi, j'endossai son par-dessus pourvu d'un grand col qui boutonnait autour du cou. L'idiot se dandina comme une fille.
La boisson et la vanité l'avaient rendu mûr pour toutes les folies. Il conduisait l'auto si mal qu'il faillit nous verser dans un fossé. Nous passâmes devant plusieurs chaumières et il ralentit tout à coup devant la dernière. « Une de mes amies habite ici, déclara-t-il. Gertrude sera contente de me voir parée des vêtements que vous m'avez si aimablement donnés. Attendez-moi, je ne resterai pas longtemps. » Et, dégringolant de l'auto, il tituba à travers le petit jardinet. Je me glissai dans son siège et fis avancer l'auto très doucement. J'entendis une porte s'ouvrir et il parvint jusqu'à moi un bruit de voix confuse. Puis la porte claqua et, jetant un regard en arrière, je vis que Franz s'était englouti dans la chaumière. Je n'attendis pas plus longtemps et l'auto fila à toute allure. 5 minutes plus tard, cette sale machine commença à me donner du fil à retordre. Un écrou s'était desserré dans l'embrayage. Décrochant une des lanternes, je me mis à l'examiner et je réparai le mal. Mais cela me prit une bonne demi-heure. La route traversait maintenant une forêt épaisse où je remarquais des routes cavalières qui débouchaient de temps à autre à droite et à gauche. Je songeais à m'engager dans l'une d'elles, n'ayant aucun désir de visiter Schwandorf, lorsque j'entendis tout à coup derrière moi le ronflement d'une grosse voiture. Je pris ma droite, me rappelant heureusement les règlements, et je continuai placidement mon chemin tout en me demandant ce qui allait se passer. J'entendis qu'on freinait et l'auto ralentit. Tout à coup, un grand capot gris me dépassa, et lorsque je tournai la tête, je m'entendis interpeller par une voix familière. C'était Stum. Il ressemblait à un écrasé. Sa mâchoire était bandée et ses yeux superbement pochés. C'est ce qui me sauva. J'avais relevé très haut le col du manteau du postier, dissimulant ainsi ma barbe, et la casquette me descendait jusqu'aux yeux. Je me souvins que Blencaron m'avait dit qu'il n'y avait qu'une façon de traiter les Boches. C'était de les bluffer avec effronterie. C'est ce que je fis. « Où est l'homme que vous avez conduit dans Dörsbach ?» me dit Stum, aussi bien que sa mâchoire endolorie le lui permettait. Je fis semblant d'être horriblement effrayé et j'imitais de mon mieux la voix nasillarde et fêlée de mon postier. « Il est descendu à 1,5 kilomètre d'ici. »« Herr Burggrafe, » répondis-je, en tremblant. C'était un rude type. Il voulait aller à Schwandorf. Mais tout à coup, il a changé d'avis. « Où, imbécile ? Dis-moi exactement où il est descendu, sans quoi je te tords le cou. »« Dans le bois, vis-à-vis de la chaumière de Gertrude, » dis-je. « Je l'ai laissé courant à travers les arbres. » Je jetai toute la terreur possible dans ma voix. « Il veut dire la chaumière des Heinrich. »« Herr Colonel, » dit le chauffeur, « cet homme courtise leur fille. » Stum donna un ordre bref. L'auto recula et je la vis faire demi-tour. Puis, prenant de la vitesse, elle fonça à toute allure et bientôt se perdit dans les ténèbres. J'avais franchi le premier obstacle, mais je n'avais pas de temps à perdre. Stum allait rencontrer le postier et se remettre à ma poursuite d'un instant à l'autre. Je pris le premier tournant et le TACO avança en cahotant sur une étroite route boisée. Je me disais que la terre durcie garderait peu de traces et qu'on pourrait croire que j'étais allé à Schwandorf. Cependant, il ne fallait pas courir de risques. J'étais résolu à quitter l'auto aussi vite que possible, à l'abandonner et à m'enfoncer dans la forêt. Je regardais ma montre et je calculais que je pouvais me donner 10 minutes. Je fus presque pris. Je parvins bientôt à une étendue de bruyère au milieu de laquelle j'aperçus une tache que je supposais être une sablière. Je menai l'auto jusqu'au bord, je la mis en marche et la vis se précipiter dans le gouffre. J'entendis un clapotis d'eau suivi d'un silence. Me penchant au-dessus du trou, je ne vis que l'obscurité et sur le rebord des marques de roues. On découvrirait mes traces au grand jour, mais pas à cette heure de la nuit. Alors, je traversai la route en courant et j'entrai dans la forêt. Il était temps, car les échos du clapotis s'éteignaient à peine que je perçus le bruit d'un moteur. Je me couchai à plat ventre dans un creux, sous un fouillis de ronces couvertes de neige, et je surveillais la route éclairée par les rayons de lune filtrant à travers les pins. C'était l'auto de Stum et, à ma consternation, elle s'arrêta un peu avant la sablière. Une lampe électrique brilla. Stum descendit lui-même de l'auto et examina les traces sur la route. Dieu merci, il put encore les trouver, mais s'il s'était avancé de quelques mètres, il aurait vu les marques se tourner vers la sablière. Dans ce cas, il eût battu tous les bois avoisinants
et m'eût sûrement découvert. Je vis dans l'auto un troisième personnage, vêtu de mon pardessus et de mon chapeau. Ce pauvre diable de postier allait payer cher sa vanité. Ils furent assez longs à se remettre en marche. Je fus profondément soulagé lorsqu'ils disparurent sur la route. Je pénétrai plus avant dans le bois et j'y découvris un sentier qui, à en juger par le coin de ciel aperçu dans une clairière, menait presque en ligne droite vers l'ouest. Ce n'était pas la direction que je cherchais. Je tournai donc à angle droit et tombai bientôt sur une autre route que je traversai précipitamment. Après cela, je me trouvai dans une espèce d'enceinte et je dus escalader plusieurs palissades formées de pieux très grossiers reliés entre eux par des osiers. Puis le terrain se mit à monter et je me trouvai bientôt au sommet d'une colline de sapins qui paraissait s'étendre sur un espace de plusieurs kilomètres. Je marchais toujours à une allure très vive et je ne m'arrêtais pour me reposer un peu que lorsque je fus au moins à 10 kilomètres de la sablière. Mon esprit commençait à s'éveiller. Pendant toute la première partie de mon trajet, j'avais suivi aveuglément mes intuitions, qui avaient été très heureuses. Mais je ne pouvais continuer ainsi. « Exaln plan mac », dit le vieux Bauer lorsqu'il se trouve dans l'embarras. « À moi, maintenant, de tracer un plan. » Dès que je me mis à réfléchir, je compris tout de suite dans quelle impasse je me trouvais. Me voilà, ne possédant pour tout bien que les vêtements qui me couvraient, dont une casquette et un paletot qui ne m'appartenaient pas, seul au beau milieu de l'hiver, au cœur de l'Allemagne du Sud, poursuivi par un homme qui voulait ma peau. Bientôt, on me chercherait à travers tout le pays, à corps et à cri. Je savais que les policiers boches étaient très adroits, et il me semblait que je n'avais pas la moindre chance de leur échapper. S'ils me prenaient, ils me fusilleraient sans l'ombre d'un doute. Cependant, de quoi m'accuseraient-ils ? D'avoir malmené un officier allemand. Ils ne pouvaient m'accuser d'espionnage, ne possédant aucune preuve. J'étais simplement un Bauer qui était devenu enragé et avait perdu la tête. Mais s'ils étaient capables de tuer un savetier qui s'était moqué d'un lieutenant, et cela était arrivé à Saverne, je me dis que la pendaison leur paraîtrait une trop belle mort pour un homme qui avait osé fracasser la mâchoire d'un colonel. Et pour comble, ma mission ne se bornait pas à m'échapper, ce qui était déjà assez difficile, mais à parvenir à Constantinople, à plus de 1600 kilomètres de distance. Je me dis que je ne saurais m'y rendre comme un vagabond. J'allais y être envoyé, et maintenant j'avais rejeté ma chance. Si j'avais été catholique, j'aurais adressé une prière à Sainte Thérèse, car elle eût compris mon dilemme. Ma mère disait toujours que lorsqu'on a trop de guignes, il faut compter ses chances. Je me mis donc à compter les miennes. Premièrement, mon voyage avait bien débuté, car je ne pouvais être à plus de 65 kilomètres du Danube. Deuxièmement, je tenais le passeport de Stum. Enfin, je possédais assez d'argent, 53 souverains anglais et à peu près 3 livres en billets de banque allemands que j'avais changés à l'hôtel. Et surtout, j'avais réglé l'affaire du vieux Stum. C'était là la plus grande grâce. Je me dis qu'il fallait dormir un peu. Ayant découvert un trou sec sous une racine de chêne, je m'y tapis. La neige couvrait tous les bois d'une couche épaisse et j'étais trempé. Je parvins cependant à dormir quelques heures et m'éveillai au moment où l'aube d'hiver pointait à travers les cimes des arbres. Il s'agissait maintenant de déjeuner. Il me fallait donc trouver une habitation quelconque. Je parvins presque immédiatement à une grande route se dirigeant du nord au sud. Je marchais vivement dans l'air glacé du matin pour rétablir ma circulation et je me sentis bientôt un peu mieux. J'aperçus le clocher d'une église qui annonçait un village proche. Stum ne devait pas être encore sur mes traces, mais je courais toujours le risque qu'il eût prévenu par téléphone les villages environnants et que tout le monde fût à ma recherche. Mais il fallait me procurer quelques aliments. Je me souvins que c'était la veille de Noël et que tout le monde serait en vacances. Le village était assez important, mais comme il était à peine 8 heures du matin, je ne rencontrai pas âme qui vive, sauf un chien errant. Je choisis la boutique la plus humble où un petit garçon retirait les volets de la devanture. C'était un de ces magasins de village où l'on tient un peu de tout. Le garçon appela une vieille femme qui émergea de l'arrière-boutique tout en ajustant ses lunettes. « Grüß Gott !» dit-elle d'une voix bienveillante. J'enlevai ma casquette,
me rendant compte, d'après mon image dans une casserole de cuivre brillant, que j'étais encore assez présentable malgré ma nuit passée à la belle étoile. Je lui racontai une histoire, je lui dis que je venais de Schwandorf, que je me rendais à pied chez ma mère malade dans un village imaginaire appelé Judenfeld. Je me fiais à l'ignorance des villageois en ce qui concerne tout pays éloigné de plus de 8 kilomètres de leur demeure. Je dis que j'avais perdu mes bagages, que je n'avais pas le temps de les attendre puisque je n'avais qu'une très courte permission. La vieille dame se montra pleine de sympathie et sans aucune défiance. Elle me vendit 1 livre de chocolat, 1 boîte de biscuits, la plus grande partie d'un jambon, 2 boîtes de sardines et un rucksack dans lequel j'emballais toutes mes provisions. J'achetai aussi du savon, un peigne et un rasoir très bon marché, ainsi qu'un petit guide des touristes publié à Leipzig. Comme je quittais la boutique, je vis des vêtements pendus dans l'arrière-magasin. Je retournai les examiner. C'étaient de ces vêtements que les Allemands portent l'été pendant leur voyage à pied, de grandes capes de chasse en étoffe verte qu'ils appellent l'Oden. J'en achetai une, ainsi qu'un chapeau de feutre vert et un alpenstock. Puis je partis, tout en souhaitant un bon Noël à la vieille marchande. Je quittai le village par la route la plus courte et rencontrai à peine 2 ou 3 personnes qui ne firent aucune attention à moi. M'engageant de nouveau dans les bois, je marchais jusqu'au moment du déjeuner. Je ne me sentais plus en aussi bonne forme et je ne touchais presque pas à mes provisions. Mon repas se composa simplement d'un biscuit et d'une tablette de chocolat. J'avais très soif et j'aspirais à boire une tasse de thé chaud. Je fis ma toilette dans une mare glacée et je parvins à me raser avec la plus grande peine et au prix de véritables souffrances. Ce rasoir était bien le plus mauvais de son espèce et mes yeux pleuraient, tant l'opération me causait de douleur. Mais lorsqu'elle fut terminée, j'eus la satisfaction de constater que je ressemblais alors à un de ces piétons allemands munis d'un chapeau, d'une cape verte et d'une canne ferrée tout à fait absurde, qui errent par milliers d'exemplaires pendant l'été à travers toute l'Allemagne, mais qui sont des oiseaux rares en hiver. Le guide des touristes fut une acquisition heureuse. Il contenait une grande carte de la Bavière qui m'apprit que je me trouvais environ à 65 kilomètres du Danube. La route traversant le village que je venais de quitter m'eût mené tout droit au fleuve, mais si je continuais à me diriger vers le sud, j'y parviendrais avant la nuit. D'après les indications de la carte, il me semblait que de longs éperons de forêt se prolongeaient jusqu'au Danube. Je résolus donc de rester sous bois. Je risquais simplement de rencontrer 1 ou 2 forestiers, et dans ce cas, j'avais une très bonne histoire à leur raconter. Mais en suivant la grande route, je serais peut-être soumis à des questions embarrassantes. Lorsque je me remis en route, j'étais très courbaturé et le froid devenait intense. Ceci m'intrigua, car jusqu'à ce moment, je n'y avais pas fait très attention. Assez sanguin de nature, je n'y pensais jamais. Le froid d'une nuit d'hiver sur le Haut-Veld était beaucoup plus vif que tout ce que j'avais éprouvé en Europe. Pourtant, mes dents claquaient et il me semblait que j'étais glacé jusqu'à la moelle. La journée avait commencé par un temps clair et beau, mais bientôt une bande de nuages gris couvrit le ciel et le vent se mit à siffler. J'avançais en trébuchant à travers les broussailles et je désirais ardemment être dans un pays ensoleillé et chaud. Je songeais à ces longues journées sur le Veldt, où la terre était comme un grand bol jaune sillonné de routes blanches qui couraient vers l'horizon, à une petite ferme blanche se chauffant au soleil, avec sa digue bleue et ses carrés de luzerne d'un vert vif. Je songeais à ces journées luisantes sur la côte orientale, où la mer est encore une mer de nacre et où le ciel ressemble à une turquoise flamboyante. Mais je songeais surtout à ces midis chauds et parfumés où on sommeille à l'ombre du wagon, en humant la fumée du feu de bois sur lequel les boys cuisent le dîner. Je me détournais de ces visions agréables pour revenir à l'horrible présent. Les bois épais et neigeux, le ciel menaçant, mes habits mouillés. J'étais un être traqué et mon avenir n'était pas moins lugubre. Je me sentis abominablement déprimé et je ne pouvais songer, pour le compter, à aucun bienfait du sort. Tout à coup, je compris que je tombais malade. Vers midi, je tressaillis de l'impression brusque que l'on me poursuivait. Je ne saurais dire ni comment ni pourquoi cette idée me vint à l'esprit. C'est peut-être une espèce d'instinct qu'acquièrent les hommes qui ont vécu longtemps seuls dans les pays sauvages. Mes sens, qui avaient été comme engourdis,
s'éveillèrent soudain, et je me mis à réfléchir rapidement. Que ferais-je à la place de Schthoum, le cœur plein de haine, ayant à venger une mâchoire fracassée et disposant de pouvoirs presque illimités? Il avait dû découvrir l'auto au fond de la sablière et la trace de mes pas dans le bois voisin. Je ne savais si lui et ses hommes étaient habiles à suivre une piste. Le cafre le plus ordinaire l'eût découverte sans la moindre difficulté. Mais Schthoum n'avait même pas besoin de se donner cette peine. Nous étions dans un pays civilisé, sillonné de routes et de voies ferrées. Tôt ou tard, je serais bien forcé de sortir des bois. Il n'avait qu'à faire surveiller les routes, le téléphone se chargerait de mettre tout le monde sur mes pas dans un rayon de 80 kilomètres. D'ailleurs, il trouverait facilement les traces de mon passage à Greif, le village que j'avais traversé le matin même. Je parvins bientôt à un tertre rocheux qui s'élevait dans la forêt. Me dissimulant de mon mieux, je le gravis jusqu'au sommet et regardai prudemment autour de moi. Vers l'est, je vis la vallée d'une rivière avec de larges champs et des clochers. À l'ouest et au sud, la forêt se déroulait, étendue, ininterrompue et désolée de fêtes chargées de neige. Nul signe de vie, pas même un oiseau, et pourtant je savais que des hommes me suivaient à la piste dans ces bois et qu'il m'était à peu près impossible de leur échapper. Il ne me restait d'autre parti à prendre que de continuer mon chemin jusqu'à ce que je tombe ou que je sois pris. Je me dirigeais vers le sud tout en obliquant un peu vers l'ouest, car la carte me montra que c'était le chemin le plus direct vers le Danube. Je ne songeais pas à ce que je ferais une fois là. Je m'étais fixé la rivière comme but immédiat, à l'avenir de se décider lui-même. J'étais maintenant certain d'être en proie à la fièvre. Elle était un héritage de l'Afrique et elle s'était manifestée une ou deux fois pendant mon séjour à Hampshire avec le bataillon. Ces attaques avaient été de courte durée, car je les avais prévues et m'étais drogué. Mais aujourd'hui, je n'avais pas de quinine et tout me faisait croire que je couvais une très violente attaque. J'étais atrocement mal à l'aise et je me sentais stupide. Je faillis me faire prendre très bêtement. Parvenu tout à coup à un chemin, j'allais le traverser à l'aveuglette lorsqu'un homme passa lentement à bicyclette. Heureusement, l'ombre projetée par une touffe de houx me dissimulait et il ne regardait pas de mon côté, bien qu'il ne fût guère à plus de 3 mètres de moi. Je rampais en avant pour reconnaître un peu le terrain. Je découvris 500 mètres de route qui traversaient la forêt en ligne droite et tous les 200 mètres, je remarquai un cycliste. Tous portaient des uniformes et semblaient être des sentinelles. Ceci ne pouvait avoir qu'une seule signification. Schthoum avait fait garder toutes les routes et me coupait le chemin à un angle du bois. Il n'y avait guère de chance de traverser sans être vu. Tandis que je demeurais là, le cœur lourd d'appréhension, j'éprouvais l'horrible sensation que j'étais traqué de près et que je serais bientôt pris entre deux feux. Je m'immobilisais plus d'1 heure, le menton enfoui dans la neige. Je ne voyais nulle issue à cette situation et je me sentais si malade que tout me devenait indifférent. Puis, tout à coup, la chance me tomba du ciel. Le vent s'éleva et un grand nuage de neige souffla de l'est. 5 minutes plus tard, les flocons tombaient si drus que je ne distinguais pas l'autre côté de la route. Au premier abord, je vis là un surcroît de malchance. Puis, lentement, je me rendis compte de l'occasion inespérée qui s'offrait à moi. Je dégringolais le talus et m'apprêtais à traverser. Je faillis tomber sur un des cyclistes. Il poussa un cri et roula de sa machine, mais je ne m'attardai pas. Une force soudaine m'envahit et je m'enfonçai dans les bois du côté le plus éloigné de la route. Je savais que je disparaîtrais vite de vue dans le tourbillon de neige et que les flocons cacheraient mes pas. Je pris donc mes jambes à mon cou. Je courus ainsi pendant plusieurs kilomètres avant que l'accès de fièvre se calmât. Alors, je m'arrêtai, à bout de force. On n'entendait aucun bruit, sauf le choc doux de la neige qui tombait toujours. Le vent ne soufflait plus. Toute la campagne était très tranquille et empreinte d'une grande solennité. Mais, mon Dieu, que la neige tombait drue. Elle était en partie masquée par les branches, mais elle s'entassait partout. Mes jambes étaient de plomb, la tête me brûlait et des douleurs cuisantes m'élançaient dans tout le corps. J'avançais en trébuchant sans avoir la moindre idée de ma direction, résolu de poursuivre mon chemin jusqu'au bout,
car je savais que si j'avais le malheur de m'étendre, je ne pourrais plus me relever. Enfant, j'aimais beaucoup les contes de fées, et presque toutes les histoires dont je me souvenais se passaient dans les grandes forêts allemandes, couvertes de neige, avec des cabanes de bûcherons et de charbonniers. Jadis, j'avais souhaité ardemment connaître toutes ces choses, et maintenant, je me trouvais au beau milieu. On m'avait souvent parlé des loups, et je me surpris à me demander si je n'allais pas rencontrer une bande de ces fauves. Je me sentais déliré. Je tombais plusieurs fois, et à chaque chute, je partais d'un rire bête. Une fois, je glissais dans un trou au fond duquel je restais un long moment à ricaner. Si quelqu'un m'eût vu dans cette position, il m'eût certainement pris pour un fou. Le crépuscule s'assombrit dans la forêt, mais je n'y fis pas attention. La nuit venait, une nuit dont je ne verrais point l'aube. Mon corps avançait machinalement sans être dirigé par mon cerveau que gagnait la démence. J'étais comme un ivrogne qui continue à courir parce qu'il sait qu'il tombera s'il s'arrête. Et j'avais fait comme un pari avec moi-même de ne pas me coucher, du moins pour le moment. Si je le faisais, je sentirais plus fortement mon mal de tête. Une fois, j'avais chevauché 5 jours de suite en Afrique, souffrant de la fièvre, et les arbres plats de la brousse avaient dansé des quadrilles devant mes yeux. Cependant, j'avais toujours plus ou moins gardé ma lucidité. Aujourd'hui, j'avais l'esprit carrément troublé, et mon état s'aggravait à chaque instant. Tout à coup, les arbres disparurent. Je traversais un sol plat. C'était une clairière, et une petite lumière brillait devant moi. Le changement de paysage me rendit la conscience des choses. Un feu intérieur me brûlait la tête et les membres avec une intensité particulièrement pénible. J'éprouvais une grande faiblesse. Je me sentais pris d'un invincible besoin de sommeil, et j'eus l'intuition que je me trouvais dans un endroit où je pourrais enfin dormir. Me dirigeant vers la lumière, je distinguai bientôt à travers un écran de neige les contours d'une chaumière. J'étais exempt de toute crainte. J'avais simplement un très grand désir de me coucher. Me frayant lentement un chemin jusqu'à la porte, je frappai. Ma faiblesse était si grande que je pus à peine lever la main pour saisir le heurtoir. J'entendis des voix à l'intérieur. Quelqu'un souleva un coin du rideau de la fenêtre. La porte s'ouvrit ensuite, et je me trouvai vis-à-vis d'une femme au visage maigre et bienveillant. « Grüß Gott » dit-elle, tandis que, pendue à ses jupes, des enfants me considéraient. « Grüß Gott » répondis-je. Je m'appuyai contre le chambranle et ne pus articuler un autre mot. Elle vit mon état. « Entrez, monsieur, dit-elle. Vous êtes souffrant, et ce n'est guère un temps pour des malades. » Je la suivis en trébuchant, et me tins tout ruisselant au milieu de la petite cuisine, où les 3 bambins me dévisageaient avec étonnement. C'était un pauvre intérieur mal meublé, mais un bon feu de bûche pétillait dans l'âtre. Le choc de cette chaleur produisit en moi une de ces minutes de lucidité que l'on a même au milieu d'une fièvre. « Je suis malade, mère, et j'ai marché longtemps dans l'ouragan. Je viens d'Afrique, où le climat est chaud, et le froid de votre pays me donne la fièvre. Elle passera d'ici 1 jour ou 2 si vous pouvez me donner un lit. »« Vous êtes le bienvenu, dit-elle. Je vais tout de suite vous faire du café. » Enlevant mon manteau trempé, je m'accroupis près de l'âtre. Elle me donna du café, délicieusement chaud, mais très faible. Je voyais partout des preuves évidentes de pauvreté. Bientôt, les effluves de la fièvre me montèrent de nouveau à la tête, et je fis un grand effort pour mettre mes affaires en ordre avant d'être dominé par la maladie. Je sortis avec grande difficulté le sauf-conduit de Schthoum de mon portefeuille. « Voici mon mandat, » dis-je. « Je suis un membre du service secret impérial, et je dois agir dans l'obscurité pour mieux accomplir ma tâche. Si vous me le permettez, mère, je m'en vais dormir jusqu'à ce que je sois remis. Seulement, il faut que tout le monde ignore que je suis ici. Si quelqu'un vient, vous nierez ma présence. » Elle considéra le grand seau comme si c'était un talisman. « Oui, oui, dit-elle, je m'en vais vous donner le lit du grenier et je vous laisserai en paix jusqu'à ce que vous soyez remis. Nous n'avons pas de voisins très proches et l'ouragan fermera les routes. Nous serons silencieux, moi et les petits. » La tête me tournait, mais je fis encore un effort. « Vous trouverez de la nourriture dans le rucksack, des biscuits, du jambon et du chocolat. Servez-vous.
voici de l'argent pour acheter un dîner de Noël pour vos enfants. » Et je lui remis quelques-uns des billets de banque allemands. Après cela, mes souvenirs s'obscurcirent. Elle m'aida à grimper l'échelle menant au grenier, me déshabilla et me prêta une grossière chemise de nuit. Il me semble me rappeler qu'elle me baisa la main et qu'elle pleurait. « C'est le bon Dieu qui vous a envoyé. Maintenant, les prières des petits seront exaucées et le Christ ne passera pas devant notre porte sans s'arrêter. » Chapitre 8. Les péniches d'Essen. Je demeurai étendu sur ce lit dans le grenier pendant 4 jours. L'ouragan s'était calmé et le dégel faisait fondre la neige. Les enfants jouaient sur le seuil des portes et le soir se racontaient des histoires devant le feu. Sans doute, les myrmidons de Schthoum parcouraient-ils toutes les routes et troublaient-ils d'innocents piétons. Mais personne ne s'approcha de la chaumière et ma fièvre baissa tandis que je demeurais en paix. Ce fut une mauvaise attaque, mais elle me quitta le 5e jour. À bout de force, je restais couché à regarder les poutres et la petite lucarne. C'était une vieille masure délabrée, pleine de courants d'air, mais la paysanne eut soin d'empiler sur moi couverture et peau de bête afin que j'eusse chaud. Elle venait me voir de temps à autre. Elle m'apporta un breuvage d'herbe amère qui me rafraîchit beaucoup. Je ne pouvais manger que de la bouillie d'avoine très légère et du chocolat préparé avec les tablettes qui se trouvaient dans mon rucksack. Le jour, je sommeillais, j'écoutais le babillage des enfants. Chaque heure m'apportait de nouvelles forces, car la malaria disparaît aussi subitement qu'elle vous étreint, ne vous laissant guère moins bien portant qu'auparavant. Cette attaque avait pourtant été une des plus mauvaises dont j'eusse jamais souffert. Tout en me reposant, je réfléchissais. Le cours de mes pensées était curieux. Chose étrange, Schthoum et ses actes étaient repoussés dans quelque arrière-case de mon cerveau hermétiquement fermé. Ils ne m'apparaissaient plus comme faisant partie du temps présent, mais plutôt comme un souvenir lointain auquel je pouvais songer avec calme. Je pensais beaucoup à mon bataillon et au comique de ma situation actuelle. J'allais décidément bien mieux, car maintenant tout cela me faisait plutôt l'effet d'une comédie que d'une tragédie. Mais je songeais à notre mission. Elle m'avait paru tout à fait invraisemblable pendant toute ma folle équipée à travers la neige. Les 3 mots que Harry Bullivant avait écrits avant sa mort avaient dansé la plus insensée des sarabandes à travers ma cervelle. Ils étaient encore présents à mon esprit, mais je les considérais froidement dans toute leur pauvreté. Je me souviens que je pris ces mots un à un et que j'y réfléchis pendant plusieurs heures. Kasreddin. Je n'arrivais pas à tirer de cela quoi que ce soit. Cancer. Ce mot était pourvu de trop de sens tous obscurs. V.I. C'était le plus incompréhensible des 3 mots. Jusqu'à présent, j'avais toujours pris « li » pour la lettre de l'alphabet. Je me disais que le V était l'abréviation de von, et j'avais examiné tous les noms allemands commençant avec un I. Ingolstadt, Ingeborg, Ingenohl et tous les autres. J'avais dressé une liste d'environ 70 noms au British Museum avant de quitter Londres. Tout à coup, je me surpris prenant cette I pour l'adjectif numéral 1, et sans penser à ce que je faisais, je le traduisis en allemand. Ma surprise fut si grande que je faillis tomber hors de mon lit. La traduction allemande me donnait von Einem. C'était le nom que j'avais entendu chez Gaudian, celui que Schthoum avait prononcé à voix basse, et celui que précédait le prénom Hilda. Je venais de faire, selon toutes les probabilités, une grande découverte, et c'était, jusqu'à présent, le premier rayon de lumière qui éclaira un peu le mystère. Harry Bullivant avait sans doute su qu'un homme ou une femme, appelé von Einem, était au cœur du mystère. Schthoum avait parlé de ce même personnage avec respect en discutant les efforts que je me proposais d'entreprendre pour le soulèvement des musulmans africains. Si j'arrivais à découvrir ce von Einem,
je me rapprocherais beaucoup du but. Mais quel était donc le mot que Schthoum avait murmuré à Gaudian et qui avait paru agiter si fort ce dernier ? J'avais cru entendre « une Mantel ». Ah, l'énigme serait vite déchiffrée si je parvenais à élucider ce deuxième point. Ma découverte hâta singulièrement ma guérison. En tout cas, le soir du 5e jour, mercredi 29 décembre, je me sentis assez bien pour me lever. Lorsque la nuit fut tombée et qu'il fit trop sombre pour craindre l'arrivée d'un visiteur nocturne, je descendis et m'assis près du feu, emmitouflé dans mon manteau vert. Et la femme se mit à parler. Assis dans la clarté des flammes, les 3 enfants blonds me considéraient avec des yeux ronds et souriaient lorsque je regardais de leur côté. La mère me dit que son homme était parti à la guerre sur le front oriental. Dans ses dernières lettres, il lui disait qu'il était dans un marécage polonais et qu'il aspirait à revoir ses bois natals. La grande lutte ne voulait rien dire pour elle. C'était un acte de Dieu, un coup de foudre tombé tout à coup du ciel qui lui avait enlevé son mari et qui peut-être la rendrait bientôt veuve et ses enfants orphelins. Elle ne savait rien, ni des causes, ni des buts de cette guerre. Les Russes lui paraissaient un peuple formidable de sauvages, de païens, qui n'avaient jamais été convertis et qui saccageraient les foyers allemands si le bon Dieu et les vaillants soldats de l'Allemagne ne les en empêchaient pas. Je m'efforçais de m'assurer si elle avait quelque idée sur les affaires d'Occident, mais elle ne savait rien, sauf qu'on avait quelques ennuis avec les Français. Je doute si elle savait le rôle que l'Angleterre jouait dans la guerre. C'était une honnête femme qui n'avait de haine pour personne, pas même pour les Russes, s'ils épargnaient son homme. Cette nuit-là, je me rendis compte de la folie insensée de la guerre. Lorsque j'avais vu la coquille délabrée d'Ypres, lorsque j'avais entendu les histoires hideuses des atrocités boches, j'avais souhaité que toute la bochie devînt la proie du fer et du feu. Je croyais que nous ne pourrions jamais terminer la guerre de façon satisfaisante sans appliquer aux Huns la loi du talion. Mais mon séjour dans cette hutte de bûcheron me guérit d'un pareil cauchemar. Je souhaitais punir les coupables, mais laisser libres les innocents. C'était à nous de remercier Dieu et de veiller à ne pas souiller nos mains en commettant les erreurs immondes que la folie de l'Allemagne l'avait poussé à accomplir. Que servirait à des chrétiens de brûler de pauvres petites cabanes comme celle-ci et d'abandonner les cadavres des enfants au bord de la route ? Les seules choses qui rendent l'homme supérieur aux bêtes ne sont-elles pas le rire et la clémence ? Une très grande pauvreté régnait dans cette cabane. Le visage de la femme était comme tendu sur les os et sa peau avait cette transparence particulière qui provient du manque de nourriture. J'imagine qu'elle ne recevait pas l'allocation généreuse attribuée aux femmes des soldats anglais. Les enfants paraissaient mieux nourris grâce au sacrifice de la mère. J'essayais de les réconforter de mon mieux. Je leur racontais de longues histoires sur l'Afrique, les lions, les tigres. Et ayant trouvé des morceaux de bois, j'en fabriquais des jouets. Je manie le couteau assez bien, et je réussis à sculpter les images fort présentables d'un singe, d'un rhinocéros et d'un springbok. Les petits allèrent se coucher en serrant sur leur cœur leur premier jouet. Mais il me fallait partir aussitôt que possible, afin de poursuivre ma mission. Ce n'était pas juste envers la paysanne de m'attarder davantage chez elle. À tout moment, je risquais d'être découvert et, m'ayant hébergée, elle se trouverait dans une situation fort embarrassante. Je lui demandai si elle savait où était le Danube, et sa réponse me surprit vivement. « C'est à 1 heure de marche d'ici, dit-elle. Le chemin à travers bois conduit tout droit au bac. » Je partis le lendemain après déjeuner. Il pleuvait et je me sentais très faible. Avant de quitter mon hôtesse, je lui remis, ainsi qu'à chacun des enfants, 2 souverains d'or. « C'est de l'or anglais, lui dis-je, car il me faudra voyager chez nos ennemis et me servir de leur monnaie. Mais l'or est bon, et on vous le changera dans n'importe quelle ville. Je vous conseille cependant de le mettre dans votre bas de laine et de ne vous en servir qu'à bout de ressources. Il faut continuer à entretenir votre foyer, car un jour, la paix sera rétablie et votre mari reviendra de la guerre. » J'embrassai les enfants et, ayant serré la main de la bûcheronne, je m'éloignai à travers la clairière. Ils me crièrent tous
À Auf Wiedersehen !» Mais il n'était guère probable que je les revisse jamais. La neige avait disparu, sauf par places dans les creux profonds. Le sol était pareil à une éponge mouillée et une pluie froide m'aveuglait. Après environ une demi-heure de marche, les arbres s'espacèrent et je parvins à un saillant de terrain ouvert planté de genévriers nains. La plaine s'étendait devant moi et à moins de 2 kilomètres de distance, j'aperçus un large fleuve. Je m'assis et considérai le paysage avec tristesse. L'exaltation provoquée par ma découverte de la veille avait disparu. J'avais appris, par le plus grand des hasards, un renseignement désormais sans valeur pour moi, puisque je ne pouvais m'en servir. En admettant que Hilda von Einem existât et qu'elle détint le grand secret, elle vivait sans doute dans quelque palais de Berlin. Il n'était guère plus probable que j'arrivasse à tirer quoi que ce fût d'elle que de me faire inviter à dîner par le Kaiser. Blenkiron réussirait peut-être à quelque chose, mais où diable était-il ? Le renseignement serait peut-être utile à Sir Walter. Seulement, comment le lui faire parvenir ? Je devais aller à Constantinople et m'éloigner ainsi des personnes qui tenaient la clé du mystère. Cependant, je n'arriverais à rien en m'attardant en Allemagne. D'ailleurs, cela m'était impossible. Il me fallait continuer mon voyage. Mais comment ? Toutes les voies me semblaient fermées, et j'étais dans le plus cruel des dilemmes. J'étais maintenant convaincu que Sturm ne laisserait pas tomber l'affaire. Je savais trop de choses, et puis je l'avais outragé dans son amour-propre. Il ferait battre le pays en tous sens jusqu'à ce qu'il m'eût pris, ce qui arriverait fatalement si je ne me hâtais de m'éloigner. Mais comment passer la frontière ? Mon passeport ne me servirait à rien, car tous les postes de police devaient être prévenus télégraphiquement du numéro de ce passeport, et ce serait chercher des ennuis que de le produire. D'autre part, je ne pouvais franchir la frontière par chemin de fer sans cette pièce. Le guide des touristes m'apprit qu'en Autriche, on était plus bienveillant et moins rigoureux. Je songeais donc à essayer de pénétrer dans ce pays par le Tyrol ou par la Bohême, tous deux fort éloignés malheureusement. Et chaque journée présentait plusieurs milliers de chances pour que je sois arrêté en route. On était déjà au jeudi 30 décembre, l'avant-dernier jour de l'année. Il me fallait être rendu à Constantinople le 17 janvier. Constantinople. Déjà, à Berlin, je m'en étais senti fort éloigné. Mais maintenant, cette ville semblait plus lointaine que la lune. Cependant, le grand fleuve Buder qui coulait devant moi y conduisait directement. Tout à coup, en le regardant, mon attention fut attirée par un spectacle curieux. À l'horizon, à l'est, à l'endroit où la rivière disparaissait au tournant d'une colline, une longue traînée de fumée apparut. La fumée se dissipa. Elle semblait provenir de quelques bateaux dissimulés par le tournant. Mais je pouvais distinguer au moins 2 bateaux. J'en conclus qu'il devait y avoir une longue file de péniches tirées par un remorqueur. Je regardai à l'ouest et vis une procession semblable apparaître à l'horizon. Un grand navire parut, jaugeant certainement 1000 tonnes, suivi d'une file de péniches. J'en comptai 6 sans le remorqueur. Elles étaient chargées et devaient avoir un tirant considérable, mais la rivière était très profonde à cause de la crue. Il me suffit de réfléchir un instant pour comprendre ce que signifiaient ces péniches. Au cours d'une de nos longues discussions à l'ambulance, Sandy m'avait appris exactement comment les Allemands ravitaillaient en munitions leur campagne des Balkans. Ils étaient à peu près certains d'anéantir la Serbie dès le premier coup, mais il leur fallait à tout prix faire parvenir des canons et des obus à la vieille Turquie, dont l'approvisionnement était bien près de s'épuiser. Sandy disait qu'il voulait le chemin de fer, mais qu'il voulait surtout le Danube, dont il pouvait s'assurer en 1 semaine. Des fils ininterrompus de péniches que l'on chargeait aux grandes fabriques de Westphalie descendaient les eaux du Rhin ou de l'Elbe jusqu'au Danube. Dès que la première de ces fils parviendrait en Turquie, la livraison se ferait régulièrement, suivant la facilité que les Turcs apporteraient à manipuler leur matériel de guerre. Sandy m'avait appris également que ces péniches ne revenaient pas vides,
mais rempli de coton turc, de bœuf bulgare et de blé roumain. Je ne sais d'où Sandy tenait ces renseignements, mais aujourd'hui, je pouvais vérifier de mes propres yeux l'exactitude de ses dires. C'était un spectacle étonnant, et je grinçais des dents en voyant ces chargements de munitions se diriger sans encombre vers l'ennemi, m'imaginant l'enfer que nos pauvres gars allaient supporter à Gallipoli. Tout en regardant ces péniches, il me vint une idée qui me donna une lueur d'espoir. Il n'y avait pour moi qu'une façon de quitter l'Allemagne. Il me fallait la quitter en si bonne compagnie qu'on ne me poserait aucune question. C'était clair. Si j'allais par exemple en Turquie dans la suite du Kaiser, j'y allais sur le velours. Si j'y allais seul, j'étais flambé. Afin d'obtenir droit de passage en Allemagne, il fallait me joindre à quelques caravanes ayant toute liberté. Et voilà précisément la caravane voulue. C'est Péniche d'Essen. Cela semblait de la folie, car je devinais que le matériel de guerre devait être soumis à une surveillance aussi étroite que la santé du vieil Hindenburg. Ce n'en serait que plus sûr, me dis-je, une fois que j'en ferai partie. Si vous poursuivez un déserteur, vous ne le chercherez pas à la cantine du régiment, de même que si vous traquez un voleur, il est probable que vous n'irez pas perquisitionner à Scotland Yard. Ce raisonnement était bon, mais comment allais-je aborder ? Ces péniches ne s'arrêtaient sans doute pas une fois tous les 100 kilomètres, et Stum m'aurait rejoint bien avant que je pusse parvenir à un arrêt. Et en admettant que j'eusse cette chance, comment obtiendrais-je la permission d'embarquer ? Le premier mouvement était de descendre sans tarder jusqu'au bord du fleuve. Je partis donc à vive allure à travers les champs détrempés, et je parvins à une route où les fossés débordaient au point de se rejoindre au milieu. Il faisait si mauvais que j'espérais rencontrer peu de piétons. Tout en marchant, je songeais à mon avenir en tant que voyageur de fond de cale. Si j'achetais de la nourriture, j'aurais peut-être la chance de me glisser inaperçu sur une des péniches, car ils ne déchargeraient pas avant d'être arrivés au terme de leur voyage. Tout à coup, je vis que le remorqueur qui était maintenant de front avec moi se dirigeait vers la rive. Et au moment où je gravissais une légère côte, j'aperçus à ma gauche un long village pourvu d'une église et d'un débarcadère. Les maisons étaient situées à environ 400 mètres du fleuve, dont elles étaient séparées par une route droite bordée de peupliers. Il n'y avait plus de doute, la file de péniches s'arrêtait. Le grand remorqueur se fraya un chemin et s'aligna contre la jetée, où l'eau était suffisamment profonde pendant la saison des crues. On fit signe aux péniches qui jetèrent l'ancre à leur tour, ce qui me prouva qu'il y avait au moins 2 hommes à bord de chacune d'elles. Puis on descendit une passerelle du remorqueur et je vis, de ma cachette, une demi-douzaine d'hommes quitter le bord portant un fardeau sur leurs épaules. Ce ne pouvait être qu'un cadavre. Un homme de l'équipage était sans doute mort et il s'était arrêté pour l'enterrer. Je les regardais se diriger vers le village et je calculais qu'ils y passeraient un certain temps, bien qu'ils eussent probablement télégraphié d'avance pour qu'on creusât la tombe. En tout cas, ils y seraient assez longtemps pour me donner une chance. J'étais décidé à risquer le tout pour le tout. Blencaron m'avait prévenu qu'on ne pouvait rouler le boche, bien qu'on pût le bluffer. J'allais jouer le bluff le plus monstrueux. Le pays entier était sur les traces de Richard Hannay, mais Richard Hannay était résolu à s'en tirer en devenant l'ami de ses persécuteurs. Je me rappelais le laissez-passer que Stum m'avait remis. S'il avait la moindre valeur, cela suffirait à produire une certaine impression sur le capitaine du remorqueur. Bien entendu, je courais 1000 risques. Peut-être les villageois avaient-ils entendu parler de moi et préviendraient-ils les marins ? Envisageant cette hypothèse, je résolus de ne pas aller au village et d'accoster les marins à leur retour. Ou bien le capitaine était prévenu et connaissait le numéro de mon laissez-passer, dans ce cas, Stum aurait tôt fait de me prendre, ou bien encore, le capitaine pouvait ignorer ce qu'était et ce que voulait dire un laissez-passer du service de renseignement et refuserait de me transporter, en prenant ses instructions à la lettre. En ce cas, il me faudrait attendre un autre convoi. Avant de quitter la cabane de la bûcheronne, je m'étais rasé et j'étais à peu près présentable.
Je décidai d'attendre que les hommes quittassent l'église pour les aborder sur la route menant au débarcadère. Je conclus que le capitaine se trouvait parmi eux. J'observai avec plaisir que le village paraissait vide. J'ai mes idées personnelles quant à la valeur des Bavarois en tant que guerriers, mais je dois avouer que, d'après mes observations, très peu d'entre eux sont restés à l'arrière. L'enterrement fut interminable. Sans doute durent-ils creuser la tombe, car j'attendis très longtemps près de la route, sous un bosquet de cerisiers. Les pieds dans la boue, je fus bientôt glacé jusqu'à la moelle. Je priai Dieu que la fièvre ne me reprît pas, car je venais seulement de quitter mon lit. Ma blague contenait peu de tabac, mais je réussis à bourrer ma pipe et je croquai une des 3 tablettes de chocolat qui me restaient. Il était midi passé lorsque j'aperçus enfin les marins qui revenaient. Ils marchaient 2 par 2 et je fus très soulagé en constatant qu'aucun villageois ne les accompagnait. Je me dirigeai vers la route et me mis à la remonter. J'abordai les premiers marins la tête haute. « Où est votre capitaine ?» demandai-je. L'un d'eux fit un signe de pouce par-dessus son épaule. Ils portaient tous des jerseys épais et des bonnets de tricot. Mais à l'arrière, je distinguai un personnage en uniforme. C'était un gros homme court, au visage hâlé, au regard inquiet. « Puis-je vous dire quelques mots, Herr Capitaine ?» demandai-je d'un ton qui, je l'espérais, était tout à la fois autoritaire et conciliant. Il fit un signe de tête à son compagnon qui continua sa route. « Eh bien ?» me demanda-t-il avec impatience. Je lui tendis mon laissez-passer. Grâce à Dieu, il avait déjà vu des documents de ce genre, car son visage revêtit tout de suite cette curieuse expression qu'une personne jouissant d'une certaine autorité prend toujours lorsqu'elle se voit abordée par une autre. Il examina le document très longuement, puis me regarda. « Eh bien, monsieur, dit-il, je vois bien vos lettres de créance. Que puis-je pour vous ?»« Je présume que vous allez à Constantinople, dis-je. »« Les péniches vont jusqu'à Roustchouk. De là, le matériel voyage par voie ferrée. »« Et quand arriverez-vous à Roustchouk ?»« Dans 10 jours, sauf accident. Disons 12 jours. »« Je désire vous accompagner, dis-je. Vous n'ignorez pas, Herr Capitaine, que dans ma profession, il est parfois nécessaire de voyager autrement que par la route commune. C'est ce que je désire faire. J'ai le droit d'exiger l'aide d'une autre branche des services de mon pays. Voilà pourquoi je vous fais cette demande. » Il était bien évident que cela ne lui plaisait guère. « Il faut que je télégraphie à ce sujet. Mes instructions me recommandent de ne laisser monter personne à bord, pas même un personnage comme vous. Je le regrette, monsieur, mais il me faut d'abord obtenir l'autorisation nécessaire avant d'accéder à votre désir. Vous ferez mieux d'attendre le prochain envoi et de demander à Dresser de vous embarquer. J'ai perdu Walter aujourd'hui. Il était malade au moment d'embarquer, il souffrait du cœur, mais il ne voulait rien entendre, et il est mort hier soir. »« C'est lui que vous venez d'enterrer ? » ?»« Oui, c'était un brave homme, cousin de ma femme. Maintenant, je n'ai plus d'ingénieur, sauf un galopin de Hambourg. Je viens de télégraphier à mes chefs pour qu'ils m'envoient un nouvel ingénieur, mais en admettant qu'ils prennent l'express le plus rapide, il ne nous rejoindra guère avant Vienne ou même Budapest. » Je vis clair enfin. « Allons annuler ce télégramme, déclarai-je, car sachez, Herr Capitaine, que je suis ingénieur et je surveillerai volontiers vos chaudières jusqu'à Roustchouk. » Il me considéra avec un certain doute. « Je dis vrai, repris-je. Avant la guerre, j'étais ingénieur dans le Damaraland. Les mines étaient ma spécialité, mais j'ai de bonnes connaissances générales et j'en sais assez pour faire marcher un remorqueur. N'ayez nulle crainte, je vous promets de gagner mon voyage. » Son visage s'éclaira. « Alors, venez, pour l'amour de Dieu. Nous conclurons un marché. Je vais laisser dormir le télégraphe. Il me faut l'autorisation du gouvernement pour prendre un nouveau passager, mais il ne m'en faut aucune pour engager les services d'un ingénieur. » Il envoya un des marins au village annuler la dépêche. 10 minutes plus tard, je me trouvais à bord du remorqueur et un quart d'heure s'était à peine écoulé que nous étions au milieu du fleuve, nos péniches nous suivant à la queue leu-leu. On préparait le café dans la cabine du bord. En attendant, je ramassais les lunettes d'approche du capitaine
et j'examinais le village que nous venions de quitter. J'y découvris plusieurs choses curieuses. D'abord, sur la première route que j'avais suivie en quittant la hutte du bûcheron, j'aperçus plusieurs cyclistes. Ils paraissaient porter un uniforme. Sur la route parallèle qui traversait le village, j'en vis d'autres. Je remarquai également plusieurs hommes qui semblaient battre les champs avoisinants. Le cordon établi par Schthoum était enfin à l'œuvre. Je remerciai la Providence qu'aucun villageois ne m'eût aperçu. Je m'étais enfui juste à temps, car une demi-heure plus tard, je serais tombé en son pouvoir. Chapitre 9. Le retour de Traînard. Avant de me coucher, ce soir-là, je travaillais ferme pendant plusieurs heures dans la chambre des machines. Le navire était en assez bon état et je vis que mes fonctions ne seraient pas ardues. Il n'y avait pas de véritable ingénieur à bord. En plus des chauffeurs, il n'y avait que 2 jeunes gens qui, 1 an auparavant, étaient apprentis au chantier de Hambourg. Ils étaient tous 2 tuberculeux et d'une politesse extrême. Ils m'obéissaient sans rien dire. Si vous m'eussiez vu à l'heure du coucher, vêtu de ma cotte bleue, chaussé d'une paire d'espadrilles et coiffé d'une casquette plate, tous ces objets ayant appartenu à feu Walter, vous eussiez juré que j'avais passé toute ma vie dans la chambre de chauffe d'un navire. En fait, j'avais appris tout ce que je savais pendant un court voyage sur le Zambèze, lorsque j'avais remplacé l'ingénieur du bord qui s'était enivré et jeté par-dessus le bastingage parmi les crocodiles. Il était clair que le capitaine Schenk n'était pas à la hauteur de cette entreprise. C'était un frison et un marin de haute mer de tout premier ordre, mais comme il connaissait bien le delta du Rhin et que la marine marchande Bosch était immobilisée jusqu'après la guerre, on lui avait confié ses transports de munitions. Mais l'affaire l'ennuyait et il ne la comprenait pas très bien. Les cartes des rivières lui paraissaient embrouillées. Bien que la navigation fût toute simple pendant plusieurs centaines de kilomètres, il s'agitait continuellement à propos du pilotage. Il eût été beaucoup plus dans son élément à se frayer un chemin à travers les barres de l'embouchure de l'Ems ou à lutter contre le Norrois dans la Baltique. Il remorquait 6 péniches, mais c'était chose facile vu la crue du Danube, excepté quand on devait marcher lentement. Chaque péniche comptait 2 hommes d'équipage. Ils venaient à bord chaque matin pour toucher leur ration. C'était une opération amusante, car nous n'amarrions jamais si nous pouvions faire autrement. Chaque péniche possédait un canot. Les hommes ramaient jusqu'à la péniche précédente, embarquaient sur le canot de cette péniche et recommençaient ainsi jusqu'à ce qu'ils fussent parvenus au remorqueur. 6 hommes apparaissaient dans le canot de la péniche qui nous suivait immédiatement et emportaient les provisions pour les autres. C'étaient pour la plupart des frisons à la parole lente, aux cheveux roux. Ils ressemblaient beaucoup aux types que l'on trouve sur la côte d'Essex. Je m'entendis avec le capitaine Schenk, précisément parce que c'était un marin de pleine mer et novice à ce genre d'entreprise. C'était un brave homme qui écoutait volontiers mes conseils. Je n'étais pas à bord depuis 24 heures qu'il me confiait toutes ses difficultés et j'essayais de le réconforter de mon mieux. Et les difficultés abondaient, car le lendemain, c'était la Saint-Sylvestre. Je savais que cette journée était une fête fort joyeuse en Écosse, mais en Allemagne, on la célébrait, encore bien plus gaiement. Schenk se rendit compte que, malgré la valeur du matériel et l'urgence d'une prompte arrivée, il fallait donner aux hommes quelques heures de permission. Un peu avant la tombée de la nuit, nous passâmes devant une ville assez importante dont je n'ai jamais pu savoir le nom. Nous décidâmes d'y jeter l'ancre pour la nuit. Il était convenu qu'on laisserait un homme de garde sur chacune des péniches, tandis que le 2e marin aurait une permission de 4 heures, à l'expiration de laquelle il reviendrait remplacer son camarade qui prendrait alors sa permission à son tour. Dès le retour de la première équipe, je vis que nous aurions des ennuis, mais je n'avais pas à protester. J'étais follement désireux de franchir la frontière autrichienne, car je craignais qu'on nous y soumît à un examen. Mais Schenk prenait le Silvesterabend au sérieux, et j'aurais risqué une querelle à discuter avec lui. Il arriva ce que je prévoyais. Les marins de la première équipe revinrent à bord vers minuit. Inconscients du monde,
et les autres s'amenèrent dans le courant de la matinée. Je restai à bord pour des raisons bien évidentes, mais lorsque la situation s'aggrava, le lendemain, je fus bien obligé de débarquer avec le capitaine à la recherche des retardataires. Nous parvînmes à les dénicher tous, sauf 2, et je suis porté à croire que ceux-là n'avaient jamais eu l'intention de revenir. C'étaient des sentinelles. La monotonie de leur vie avait fini par leur porter sur les nerfs. Le capitaine était d'une humeur massacrante, car il était toujours assez vif. Il voulut racoler des marins, mais il n'y avait pas d'hommes dans cette ville. On n'y voyait que des enfants ou des vieillards. Comme je dirigeais un peu le voyage, j'étais également très ennuyé, et j'aspergeais les ivrognes d'eau glacée, en proférant tous les plus atroces jurons dont je disposais en hollandais et en allemand. Il faisait un matin glacial. Tandis que nous parcourions en sacrant les ruelles longeant la rivière, j'entendis le caquetage sec de canards sauvages, et j'aurais vivement souhaité en tirer un. Je déclarai à un des marins, le plus ennuyeux, qu'il était une honte pour l'Empire et qu'il n'était bon qu'à aller se battre contre les Anglais. « Grand Dieu !» s'écria le capitaine, « nous ne pouvons nous attarder davantage. Il faut nous débrouiller aussi bien que possible. Je puis me passer d'un des marins du bord si vous pouvez me prêter un des chauffeurs. » Ainsi fut-il convenu, et nous retournions au grand galop, un peu essoufflés, vers le bateau, lorsque sur un banc, près du guichet des billets du débarcadère, j'aperçus une silhouette bien connue. C'était une forme très mince, se dessinant dans un vieux costume kaki qui avait perdu depuis longtemps toute ressemblance avec un uniforme. L'homme qui le portait avait un visage très doux et fumait paisiblement en contemplant le fleuve, les bateaux et nous autres, tapageurs, d'un regard tranquille de philosophe. Je n'aurais pas été plus surpris si j'avais vu le maréchal French, en personne, assis devant moi. L'homme me regarda fixement sans paraître me reconnaître. Il attendait un indice. Je lui parlai rapidement en setsu, car je craignais que le capitaine ne comprît le hollandais. « D'où venez-vous » dis-je. « Ils m'ont mis en prison » répondit Peter. Alors je me suis enfui. Je suis fatigué, Cornelius, et j'aimerais continuer mon voyage par bateau. N'oubliez pas que vous avez travaillé pour moi en Afrique, dis-je. Vous venez du Damaraland. Vous êtes allemand et vous avez vécu 30 ans à l'étranger. Vous savez surveiller une fournaise et vous avez travaillé dans les mines. Alors, je me tournai vers le capitaine. « Capitaine Shunk, voici un gars qui était autrefois sous mes ordres. C'est une vraie aubaine d'être tombé sur lui. Il est vieux et pas très solide de la tête, mais je vous garantis que c'est un bon travailleur. Il dit qu'il veut bien nous accompagner. Je puis l'utiliser dans la salle de chauffe. »« Levez-vous, » dit le capitaine. Peter se leva, léger, mince, robuste comme un léopard. Un marin ne juge pas les hommes d'après leur poids ni leur ampleur. « Ça va, » dit Shunk. L'instant d'après, il réorganisait son équipage et donnait une rude semonce aux fêtards retardataires. Il advint que je ne pus garder Peter auprès de moi, car je fus obligé de l'envoyer sur une des péniches. Je pus pourtant échanger quelques mots avec lui. Je lui recommandai de veiller sur sa langue et de se conformer à sa réputation d'imbécile. Ce maudit Sylvester Abent avait fait de grands ravages dans tout l'équipage, et le capitaine et moi fûmes tous deux bien las avant de regagner nos couchettes. Mais tout finit par tourner au mieux. Nous passâmes la frontière dans l'après-midi. Je ne m'en rendis compte qu'en voyant un homme vêtu d'un uniforme inconnu monter à bord. Il copia quelques chiffres sur un bordereau et nous apporta le courrier. Je dus présenter un aspect fort rassurant avec mon visage sale et mon air absorbé. Il prit le nom des hommes de l'équipage et nota celui de Peter inscrit sur le livre du bord. Anton Bloom. Cela doit vous paraître étrange, Herr Brandt, d'être interrogé par un agent de police, vous qui avez sans doute de nombreux policiers sous vos ordres, me dit le capitaine. Je haussai les épaules. C'est ma profession. Ma carrière m'oblige souvent à n'être même pas reconnu par mes propres domestiques. Je voyais que je devenais peu à peu un personnage aux yeux du capitaine. Il aimait la façon dont je faisais travailler les hommes.
Je n'avais pas été négrier pour rien. Le dimanche soir, très tard, nous traversâmes une grande ville que le capitaine me dit être Vienne. Cette ville s'étendait sur plusieurs kilomètres et était brillamment éclairée comme un cirque. Puis nous passâmes par de grandes plaines où l'air devint glacial. Peter avait abordé le remorqueur une fois pour toucher sa ration, mais en général, il laissait ce soin à son compagnon, car il guettait son heure. Un jour, ce devait être le 5 janvier, nous venions de passer Bouddha et nous traversions de grandes plaines détrempées à peine couvertes de neige. Le capitaine se mit en tête de me faire vérifier les cargaisons des péniches. Armé d'une longue liste dactylographiée, je fis le tour des péniches en commençant par la dernière. Il y avait un beau stock d'armes, toutes plus meurtrières les unes que les autres. Je remarquai surtout des mitrailleuses, quelques pièces de campagne et des obus en nombre suffisant pour faire sauter toute la péninsule de Gallipoli. Je fus navré de voir tout cet excellent matériel destiné à recevoir nos braves Tommies. Et je me demandais si mon vrai devoir n'était pas de provoquer une vaste explosion. Heureusement, j'eus le bon sens de me souvenir de ma mission et de m'y tenir. Peter était sur la péniche mitoyenne du convoi. Je le trouvais assez malheureux de ne pouvoir fumer. Il avait pour compagnon un jeune garçon au regard bovin, à qui j'ordonnais de surveiller la marche de la péniche, tandis que je vérifiais la liste avec Peter. « Cornelius, mon vieux, me dit-il, voilà de jolis joujoux. Avec une clé et 2 heures de travail, je rendrais tous ces engins aussi inoffensifs que des bicyclettes. Que diriez-vous d'essayer ?» « J'y ai bien songé, répondis-je, mais il faut renoncer à cette idée. Nous poursuivons un but plus important que le sabotage de quelques convois de munitions. Dites-moi comment vous vous trouvez ici. » Il sourit avec cette docilité qui lui était toute particulière. « Ce fut fort simple, Cornelius. Je me suis conduit très sottement dans ce café. Mais on vous a sans doute raconté tout cela. Vous comprenez, j'étais fâché et je ne réfléchis pas. Il venait de nous séparer et je devinais qu'il me traiterait comme de la boue. Donc, ma mauvaise humeur prit le dessus, car, je vous l'ai déjà dit, je n'aime pas les Allemands. » Il considéra avec amour les petites fermes isolées éparpillées dans la plaine hongroise. « Je demeurai toute la nuit en prison sans nourriture. Le matin, ils me donnèrent à manger et me menèrent par chemin de fer à un endroit très éloigné appelé Neubourg. C'était une grande prison remplie d'officiers anglais. Plusieurs fois, pendant le voyage, je me demandais la raison de ce traitement, car je n'arrivais pas à la comprendre. S'ils voulaient me punir de les avoir insultés, ils n'avaient qu'à m'envoyer dans les tranchées. Nul n'y aurait trouvé à redire. S'ils me considéraient comme inutile, ils n'avaient qu'à m'expédier en Hollande. Je n'aurais pas pu les en empêcher. Mais ils me traitaient comme si j'étais dangereux, tandis que toute leur conduite jusqu'ici prouvait qu'ils me jugeaient simplement un imbécile. Je n'y comprenais plus rien. Mais j'avais à peine passé une nuit dans la prison de Neubourg que je songeais à une explication très plausible. Ils me gardaient à vue afin d'avoir un contrôle sur vous, Cornelius. Voilà ce que je compris. Ils vous avaient confié une mission très délicate qui les obligeait à vous mettre au courant d'un secret important. Ils faisaient évidemment grand cas de vous, même ce von Stumm, bien qu'il fût rude comme un buffle. Mais ils ne vous connaissaient pas, ou très peu, et ils voulaient savoir qui vous étiez. Peter Pinard était tout désigné pour leur fournir les renseignements voulus. Peter était un imbécile qui bavarderait tôt ou tard, au moment voulu. Alors, ils étendraient un long bras et vous cueilleraient. Il fallait donc avoir Peter à l'œil. « C'est assez possible, dis-je. »« C'était exact, reprit Peter. Dès que leur plan m'apparut clairement, je résolus de m'évader, d'abord parce que je suis un homme libre et que je n'aime pas les prisons, mais surtout parce que je n'étais pas sûr de moi. Un jour ou l'autre, ma mauvaise humeur me dominerait de nouveau et je risquais de dire des bêtises dont vous souffririez. Il était donc bien évident qu'il fallait m'évader. Or, Cornelius, je remarquai bientôt qu'il y avait 2 sortes de prisonniers. Il y avait des prisonniers véritables, qui étaient pour la plupart anglais ou français, mais il y avait aussi de faux prisonniers.
Ceux-ci étaient en apparence traités comme les autres, mais je m'aperçus vite que ce n'était qu'une feinte. L'un se faisait passer pour un officier anglais, un autre pour un Canadien français, tandis que d'autres encore se disaient russes. Aucun des honnêtes prisonniers ne les soupçonnait. Ils étaient là comme espions afin de surprendre les plans d'évasion, de faire pincer les pauvres diables sur le fait et de se faire faire des confidences qui pouvaient être très importantes. Voilà l'idée boche d'un joli travail. Mais moi, je ne suis pas de ces soldats anglais qui s'imaginent que tous les hommes sont des gentlemen. Je sais que, parmi eux, il existe d'infâmes scalloms, et je vis bien vite leur jeu. Tout en me fâchant beaucoup, cela me fut d'une aide considérable dans l'exécution de mon projet. Le jour de mon arrivée à Neubourg, je résolus de m'évader, et le jour de Noël, j'avais déjà tracé mon plan. « Vous êtes surprenant, Peter. Vous ne voulez pas dire que vous étiez certain de vous évader quand vous le voudriez ? » ?»« Tout à fait certain, Cornelius. Vous comprenez, j'ai été un assez mauvais garnement autrefois, et l'intérieur des prisons, ça me connaît. Bâtissez-les comme des châteaux, ou de boue, ou de fer cannelé comme les Tronks de l'arrière-Velt. Elles ont toujours une clé et un gardien de la clé. Ce gardien peut toujours être roulé. Je savais que je réussirais à fuir, mais je ne pensais pas que mon évasion me serait facilitée à ce point par les faux prisonniers, mes amis, les espions. Je me liai avec eux. Le soir de Noël, nous fîmes même la fête ensemble. Je crois que je les avais tous repérés dès le premier jour. Je me vantais de tout mon passé, de tous mes exploits, et je leur dis que j'allais m'évader. Ils m'encouragèrent et me promirent leur aide. Le lendemain matin, j'avais un plan. L'après-midi, un peu après le déjeuner, je devais me rendre chez le commandant. Il me traitait un peu différemment des autres, car je n'étais pas prisonnier de guerre, et le commandant m'appelait de temps en temps afin de m'interroger et de me maudire. On n'y montait pas une garde très vigilante à Neubourg. Le bureau du commandant était situé au 2e étage et éloigné de tout escalier. Il donnait sur un corridor pourvu d'une fenêtre non grillée, et à 4 pas de cette fenêtre, on apercevait le tronc d'un grand arbre. Il serait facile d'atteindre cet arbre et de se laisser glisser jusqu'à terre, à condition d'être agile comme un singe. Après quoi, j'ignorais ce que je ferais. Seulement, je sais grimper, Cornelius, mon ami. Je racontai mon projet aux autres, ils l'approuvèrent, mais aucun n'offrit de m'accompagner. Ils déclarèrent que ce plan m'appartenait et qu'il me fallait être seul à en profiter, car on était certain d'être surpris si plus d'une personne s'y risquait. Je partageais leur avis et je les remerciais, la larme à l'œil. Alors, l'un d'eux me montra une carte dans le plus grand secret. Nous y traçâmes la route à suivre, car je dis que je me dirigerais directement vers la Hollande. C'était un long chemin à parcourir et je n'avais pas d'argent, puisqu'ils m'avaient tout pris au moment de mon arrestation. Ils promirent de faire une quête. De nouveau, je versais des larmes de reconnaissance. Ceci se passait le dimanche, le lendemain de Noël. Je me décidai à tenter ma chance le mercredi après-midi. Vous rappelez-vous, Cornelius, que lorsque le lieutenant nous mena voir les prisonniers anglais, il fit plusieurs remarques quant aux us et coutumes des prisons. Il nous apprit qu'on aimait particulièrement surprendre un homme sur le point de s'évader, de façon à pouvoir le traiter durement, la conscience nette. Je songeais à cela. Je me dis que mes amis avaient sans doute mis le commandant au courant de mes intentions et qu'il s'apprêtait à me cueillir mercredi après-midi. Jusque-là, je serais peu surveillé, car il me considérait déjà pris dans les mailles du filet. Je sautai donc par la fenêtre l'après-midi suivant, le lundi. C'était hardi, dis-je avec admiration. Mon plan était en effet hardi, mais peu habile, dit Peter modestement. Je ne disposais que de 7 marques et d'une tablette de chocolat. Je n'avais pas de pardessus et il neigeait très fort. De plus, je ne savais comment descendre cet arbre qui était lisse comme un gommier bleu. Un instant, je crus que je devrais me rendre, et je fus très malheureux. Mais j'avais tout le temps devant moi. On ne s'apercevrait sans doute pas de mon évasion avant le crépuscule, et un homme peut toujours se débrouiller s'il a quelques heures devant lui. Bientôt, je trouvai une branche qui tombait au-delà du mur extérieur de la cour de la prison et qui surplombait la rivière. Je me laissai choir d'une hauteur de plusieurs mètres, et, le courant étant très rapide, je faillis me noyer. Je préférerais traverser le Limpopo à la nage,
malgré tous les crocodiles, Cornelius, que cette rivière glacée. Cependant, je réussis à atteindre la rive opposée et à reprendre haleine, couché parmi les roseaux. Après cela, ce fut très simple, bien que j'eusse horriblement froid. Je savais qu'on me chercherait sur les routes du Nord, qui mènent vers la Hollande. Personne ne croirait qu'un Hollandais ignorant songerait à se diriger vers le sud, loin de ses compatriotes. Mais j'avais pu me rendre compte, d'après la carte, que notre route se dirigeait vers le sud-est, et j'avais remarqué ce grand fleuve. « Espériez-vous me rencontrer ?» dis-je. « Non, Cornelius. Je pensais que vous voyageriez en première classe, tandis que j'allais clopin-clopant à pied. Mais j'étais résolu d'atteindre l'endroit dont vous parliez. Comment l'appelez-vous déjà ? Constantinople, et où nous avons affaire. J'espérais y arriver à temps. » « Vous êtes épatant, Peter. Mais continuez. Comment êtes-vous parvenu à ce débarcadère où je vous ai trouvé ? Ce fut un long et dur voyage, avoua-t-il d'un ton méditatif. J'eus de la difficulté à franchir les réseaux de fils de fer barbelés qui entouraient Neubourg, au-delà de la rivière. Mais je parvins enfin à la sécurité des bois, et je me flattais de ce qu'aucun Boche ne pourrait me battre en rase campagne. Les meilleurs d'entre eux, les forestiers, ne sont que des enfants comparés à moi, quand il s'agit de la science du veldt. Je n'étais tourmenté que par la faim et le froid. Puis je rencontrai un juif polonais, colporteur de son métier. Je lui vendis mes vêtements et lui achetai ses hardes. Je n'aimais guère à me séparer de mes propres habits, qui étaient en bien meilleur état, mais il m'en offrit 10 marks. Après cela, je me dirigeai vers un village où je fis un repas fort copieux. « Vous a-t-on poursuivi ?» demandai-je. « Je ne le crois pas. Il s'était sans doute dirigé vers le nord et me guettait à toutes les gares que mes bons amis les espions avaient eu bien soin de m'indiquer. Je continuai ma route joyeusement, faisant bonne contenance. Si je voyais quelque homme ou quelque femme qui me considérait avec méfiance, je marchais droit vers eux et leur parlais. Je leur racontais une histoire fort triste qu'ils crurent tous. J'étais un pauvre Hollandais qui voyageait à pied pour revoir sa mère mourante, parce qu'on lui avait assuré que près du Danube, il rejoindrait la grande voie ferrée conduisant directement en Hollande. Certaines bonnes âmes me donnèrent de la nourriture et une femme me remit un demi-marque en appelant sur moi la bénédiction de Dieu. Puis, le dernier jour de l'année, je parvins au fleuve où je trouvais pas mal d'ivrognes. C'est alors que vous avez résolu d'embarquer sur un des navires du service fluvial. Ya, Cornelius. Dès que j'entendis parler de ces bateaux, je compris que c'était là ma chance. Mais on aurait pu m'abattre avec un fétu de paille lorsque je vous vis débarquer. Ça, c'était vraiment de la veine, mon ami. J'ai beaucoup réfléchi sur les Allemands, et je vais vous dire une grande vérité. Seule la hardiesse peut les confondre. C'est un peuple d'une grande diligence. Ils envisageront toutes les difficultés probables, mais non toutes celles possibles. Ils n'ont pas beaucoup d'imagination. Ce sont comme des locomotives qui doivent se tenir sur leurs rails. Mais si celui qu'ils poursuivent a l'idée de filer en rase campagne, ils ne sauront plus que faire. Donc, mon ami, il nous faut être hardis, toujours plus hardis. Rappelez-vous qu'en tant que nation, ils portent des lunettes, ce qui signifie qu'ils sont toujours à épier. Peter s'arrêta pour dévorer des yeux les longues files d'oies et de cygnes sauvages qui volaient sans cesse au-dessus des plaines. Son histoire m'avait ragaillardi. Notre chance était incroyable, somme toute. Et j'avais maintenant un certain espoir dans le succès de notre entreprise qui m'avait tout à fait manqué jusque-là. L'après-midi même, cet espoir fut de nouveau encouragé. Monté sur le pont pour respirer un peu, j'eus tout à coup froid après la chaleur intense de la salle de chauffe. J'appelai donc un des marins et lui dis d'aller en bas dans la cabine chercher ma pèlerine, celle-là même que j'avais achetée le matin de mon évasion dans le village de Greif. « Der grüne Mantel » me cria l'homme. « Oui, répondis-je. » Mais les mots du marin semblèrent éveiller comme un écho à mes oreilles. Et bien après qu'il m'eut donné le vêtement, je demeurai immobile, les regards perdus au-delà du bastingage. La voix du marin avait fait vibrer la corde d'un souvenir, ou plutôt, pour être plus exact, elle avait prêté une clarté nouvelle à ce qui, jusque-là, avait été vague et indistinct.
car il venait de prononcer le mot que Stum avait dit à voix basse à Gaudian. J'avais entendu un mot ressemblant à « une mantel » et je ne savais qu'en conclure. Maintenant, j'étais aussi certain de ce mot que de ma propre existence. C'était « grüne Mantel » et « grüne Mantel » était le mot que Stum n'avait pas voulu que j'entendisse. C'était le talisman de la tâche pour laquelle je m'étais proposé et qui se rapportait de quelque façon au mystérieux von Einem. Cette découverte me mit en grande joie. Je me dis qu'en tenant compte de toutes les difficultés, j'avais vraiment réussi à découvrir pas mal de choses en très peu de jours, ce qui montre ce qu'on peut faire avec le plus petit indice si on persiste à réfléchir. 2 jours plus tard, de bon matin, nous débarquions à Belgrade, et je saisis cette occasion pour me dégourdir un peu les jambes. Peter était descendu afin de fumer sa bouffarde, et nous errâmes sous les arches démolies du grand pont auquel les Allemands travaillaient comme des castors. Un immense pont temporaire de bateaux franchissait la rivière, mais je calculais que le pont principal serait remis en état d'ici 1 mois. Il faisait une journée claire, bleue et froide, et vers le sud, on voyait d'innombrables crêtes de montagnes neigeuses. Les rues de la ville haute étaient encore en assez bon état, et plusieurs magasins de comestibles étaient ouverts. Je me souviens d'avoir entendu parler anglais et d'avoir vu quelques infirmières de la Croix-Rouge revenir de la gare sous la surveillance de soldats autrichiens. Ce m'eût fait grand bien de pouvoir échanger quelques mots avec elles. Je songeais au peuple vaillant dont Belgrade avait été la capitale, aux Serbes qui avaient 3 fois rejeté les Autrichiens au-delà du Danube et n'avaient été battus que par la trahison de leurs soi-disant alliés. Je ne sais comment cette matinée passée à Belgrade raffermit notre résolution d'accomplir notre mission. C'était à nous qu'incombait la tâche de mettre des bâtons dans les roues de ce monstrueux et sanglant Juggernaut qui écrasait les héroïques petites nations. Nous nous apprêtions à lever l'ancre lorsqu'un groupe de personnages fort distingués s'approcha sur le quai. Il y avait des uniformes allemands, autrichiens et bulgares, et parmi eux, je remarquai un monsieur très gros, avec une pelisse de fourrure et un chapeau de feutre mou. Ils regardèrent les péniches lever l'ancre, et je saisis, avant de démarrer, quelques bribes de leur conversation. L'homme à la pelisse parlait anglais. « Voilà d'assez bonnes nouvelles, il me semble, général, » disait-il. « Si les Anglais ont lâché Gallipoli, nous pouvons nous servir de ce nouveau matériel pour un plus gros gibier. Je crois qu'avant peu, nous verrons le lion britannique évacuer l'Égypte en se léchant les pattes. » Ils se mirent tous à rire. « Nous aurons peut-être bientôt le privilège de ce spectacle, » lui répondit-on. Je ne prêtai pas grande attention à leurs paroles. Ce ne fut que plusieurs semaines plus tard que je me rendis compte qu'ils parlaient de la grande évacuation des Dardanelles. Je fus heureux d'apercevoir Blencaron, tout doucereux au milieu de ses gandins. 2 des missionnaires étaient du moins à une distance raisonnable du but.